C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Все это знают. В мире возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что делать. Les peuples forts, les peuples de caractère sont les peuples qui ont eu à lutter pour vivre. Bon ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les mains et on recommence! Oui, ben bonjour tout le monde. On est content que vous soyez avec nous aujourd'hui à la maison de l'UG du Vernet. Donc moi je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis militant justement au réseau Cap sur l'Indépendance. Et puis c'est le réseau Cap sur l'Indépendance aujourd'hui qui présente notre activité qui est la web télé des exilés. Donc c'est déjà la 3e fois que les exilés, la gang des exilés vient justement à la maison de l'UG du Vernet pour faire leur émission de web télé. On vous invite justement à les suivre sur les médias sociaux, d'ailleurs d'abord sur Facebook, une page Les Exilés, la page aussi du réseau Cap sur l'Indépendance. Vous allez être au fait justement de tout ce qui est organisé par le réseau et justement la web télé. On essaie de tenir ça à peu près une fois par mois, le premier jeudi de chaque mois. Donc, c'est ça. Soyez à l'affût. On a du contenu sur notre chaîne YouTube aussi. C'est quand même bon à savoir. Là, oui. en dehors des émissions qu'on fait ici grâce à l'accueil généreux des gens de la Société Saint-Jean-Baptiste, ben, on a aussi beaucoup de... La plupart de notre contenu est sur notre chaîne YouTube. Donc, s'il y en a qui s'intéressent à ce qu'on fait. C'est ça. Ben, merci de la précision. Tu m'ôtes l'eau de la bouche, comme on dit. Et puis, donc, c'est ça. Donc, ce soir, justement, l'émission va porter sur l'actualité politique québécoise. Donc, on va parler, il se passe beaucoup de choses ces temps-ci à Québec solidaire, au Parti québécois, aussi sur la scène fédérale aussi, Parti conservateur, au NPD, on en entend un peu moins parler, mais il y a quand même des choses qui évoluent. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer ce soir. Puis, nos panélistes, on vous les présente. Donc, Félix Brassard, Samuel Vanas et puis Michael Lauzon. Donc, on les accueille chaleureusement. C'est trop. Merci, c'est trop d'honneur. Il est bon, j'aime ça. Ouais, c'est ça. On va le garder. Merci Montréal. Et puis, donc, c'est ça. Donc, la première question, justement, on va commencer en parlant, justement, de la course à la chefferie à Québec solidaire, puis l'arrivée, justement, de Gabriel Nadeau-Dubois à Québec solidaire. Justement, ça a fait jaser beaucoup ces dernières semaines. Donc, justement, Gabriel Nadeau-Dubois, ça a été confirmé, justement, que ça va être le candidat d'Angouin pour succéder à Françoise David. On s'attend à ce qu'il soit élu, évidemment, parce que, bon, le Parti québécois ne va pas présenter de candidat contre lui. Puis, c'est ça. Justement, selon vous, c'est quoi, en quoi l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois, justement, ça va bousculer le paysage politique québécois? Ben moi, avant d'embarquer peut-être vraiment dans son implication à Québec solidaire et essayer d'anticiper jusqu'où finalement ça peut le mener, moi en fait j'avais préparé une petite présentation en fait par rapport au livre qui a été lancé par le collectif Faut qu'on se parle, qui a fait sa tournée du Québec à l'automne dernier. Je trouvais ça intéressant quand même de parler un peu de ça parce que, bon, on s'entend qu'on a connu beaucoup GND à l'époque du printemps érable, à l'époque où il était porte-parole de la classe, tout ça. Puis ensuite, il y a eu une période où il a été un peu plus discret, si on veut, dans l'espace public. Puis il est revenu en force à l'été dernier avec ce projet-là qui était Faut qu'on se parle, qu'il a lancé avec beaucoup d'autres personnes, dont entre autres Jean-Martin Haussan, l'ancien chef d'Option nationale. Mais il y avait plusieurs intervenants aussi qui ont participé là-dedans. Ils ont mené cette tournée-là et là, ils viennent tout juste de publier ce livre-là aux éditions Luxe, qui est Ne renonçons à rien. Puis moi, je voulais en fait parler de cet ouvrage-là que je viens de lire parce que finalement, ça nous donne une assez bonne idée de qu'est-ce que c'est en fait le programme politique de GND. Parce qu'on se doute bien que s'il a fait cette tournée-là, il faut qu'on se parle. C'est pas uniquement pour voyager au Québec et pouvoir goûter les spécialités locales de chacune de nos régions et se prendre en selfie un peu partout. J'imagine qu'il y avait quand même un projet politique derrière, puis on s'entend que bon, tout le monde lui avait demandé, OK, mais votre rapport que vous allez faire, ça va être tabletté de toute façon, donc puis lui à ce moment-là, bon, jouait ça un peu safe, puis disait oui, mais on va essayer de faire des pressions, donc. En gros, ce qu'on peut penser, c'est que ça, c'est le programme politique de GND. C'est ce qu'il va essayer c'est la direction qu'il va essayer d'imprimer à Québec solidaire, les idées qu'il y a dans ce livre-là. Mais il est quand même brillant. Il nous a surpris. Les médias, ils le considéraient comme votre commission, là,
votre troupe de troubadours qui allait voir chaque genre là, du Québec, là, qu'est-ce que ça va mener? Là? Vous ne pourrez pas faire un impact politique. Mais dans le fond, il était fin. Il s'est dit, non, j'ai préparé mon coup médiatique. Puis là, j'ai déjà un programme de fait. Ben oui, il a joué la carte finalement du gentil rêveur à quelque part, alors que là, finalement, ben, il peut arriver en politique active avec ça. Qu'est-ce que j'avais à dire, premièrement, sur cet ouvrage-là? C'est un ouvrage qui est en plusieurs parties. La première partie est très intéressante. C'est une très bonne description de la situation qu'on vit en ce moment au Québec. C'est une bonne description, en fait, de l'aliénation que constitue finalement notre système économique et notre système politique, de comment le système économique, qui est un capitalisme effréné, va vraiment prendre à la gorge les travailleurs, va vraiment les étouffer avec toutes sortes de choses, de par les taux d'intérêt, de par le manque de vacances, le manque de temps libre, etc., etc. Bon, c'est très bien vulgarisé, c'est intéressant à ce niveau-là. Ça parle aussi évidemment du système politique, de comment le citoyen se sent largué par notre système en ce moment, à quel point il y a peu de représentativité, à quel point il y a peu de place à l'implication citoyenne, parce que finalement, l'implication est un peu réduite à un vote à tous les 4 ans. La première partie est très intéressante à ce niveau-là. C'est une bonne description du marasme où on est en ce moment, puis des difficultés qu'on a en tant que Québécois à essayer d'avoir prise sur notre réalité. Mais bon, par la suite, quand on tombe dans la partie qui est plus finalement le programme en tant que tel et les conseils qu'ils vont mettre de l'avant, leurs revendications, en fait, là, bon, ça va se gâter un petit peu parce que on sait que la gauche, en fait, au cours des dernières années, bon, la gauche, pendant longtemps, a été plutôt socialiste. La gauche, traditionnellement, s'intéresse au peuple, s'intéresse aux travailleurs, cherche à amener les revendications du peuple sur la place publique versus, finalement, les bourgeois, les patrons, les travailleurs qui forment la caste plus aisée. Mais on sait que dans les dernières années, il y a tout un mouvement qui vient des États-Unis qu'on appelle pas souvent un peu péjorativement les SJW, les Social Justice Warriors, qui finalement est une espèce de gauche libérale qui s'intéresse finalement beaucoup plus aux minorités dans le peuple qu'au peuple en tant que tel. Et puis, il y a du monde qui font juste l'appeler la gauche américaine là, aussi. Ben, c'est une importation anglo-saxonne. Je pense qu'on peut ça. On peut vraiment dire ça comme ça. Un autre point aussi, c'est de signifier le fait que la gauche ne s'intéresse plus nécessairement au social. Ce qui est au centre du social, c'est souvent les relations économiques qui structurent les relations. Tu sais, je veux dire, une famille, c'est quand même une cellule où ce qu'on organise la maison. Et économie, ça vient un peu de... L'étymologie de ce mot-là vient de là. Le foyer. Et le foyer, c'est ça, la gestion, l'organisation de la maison. Et la gauche SJW, la gauche américaine, anglo-saxonne, s'intéresse beaucoup plus à des questions sociétales, de comment on va gérer la culture et toute la production de deuxième degré du social. Donc, comment on va se représenter notre peuple, comment on va se représenter notre image de nous-mêmes. Donc, comment on va se représenter nos identités et comment on doit gérer ça, notre sexe, exactement. Et puis, bon, donc c'est ça. Et à ce niveau-là, finalement, le livre commence à se prendre un peu les pieds dans le tapis parce qu'on essaie finalement de faire cohabiter ces deux tendances-là qui sont contradictoires, en fait. On commence par dépeindre le travailleur québécois comme un être qui est aliéné, qui est malheureux et qui est appelé à le devenir de plus en plus pour dire aux gens, bon, prenez conscience de votre condition et révoltez-vous. Mais à côté de ça, il y a tout un autre discours qui commence à s'insérer dans le livre, à l'idée qu'il y a quand même dans la population des minorités... on parle beaucoup des Premières Nations, on parle des immigrants, on parle des personnes handicapées, etc., etc. Et puis que ces gens-là, finalement, sont défavorisés et que les autres autour sont privilégiés. Donc là, il y a comme deux discours qui ne matchent pas ensemble. Et puis ça pousse par moments à certaines grosses incohérences, surtout sur la question de l'indépendance nationale. Parce que ce livre-là, dans le fond... un peu comme le fait Québec solidaire, finalement, vont défendre l'idée d'une indépendance qui n'est pas identitaire et n'est pas vraiment nationaliste. Donc, l'idée que de vouloir trop revendiquer l'identité québécoise, de vouloir trop miser sur l'identitaire, c'est se renfermer et c'est s'empêcher d'évoluer.
Donc, que le mouvement indépendantiste, s'il veut avoir une pertinence, doit s'ouvrir à tout prix à la gauche et aux différentes minorités qui composent la société québécoise. Mais à côté de ça, en même temps, on va affirmer que les Premières Nations, en tant que peuple, ont aussi droit à leur autodétermination et que le mouvement indépendantiste doit en tenir compte. Alors là, on a comme deux discours en même temps, c'est-à-dire que l'autodétermination, c'est correct pour certains peuples, mais c'est pas correct pour d'autres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit que l'appartenance à la Première Nation? Ben, c'est ton sang, c'est ton arbre généalogique. Pour avoir ta carte d'Indien au Canada, il faut que tu prouves que tu as des gens des Premières Nations dans ton arbre généalogique. Tandis que là, le fait d'être québécois, finalement, n'a rien à voir avec tes origines et n'est que, bon, finalement, le fait de vivre ici, que toutes les tendances, toutes les identités doivent être représentées dans le mouvement indépendantiste québécois. Il y a plus ou moins d'histoire du Québécois. L'histoire est totalement évacuée. On prend pour acquis que, oui, bon, à une certaine époque, les Canadiens français vivaient l'infériorité, mais que nous avons dépassé ça depuis longtemps, donc ça ne sert plus à rien d'en parler, ce qui est quand même, bon... C'est quand même certains raccourcis historiques. Donc, si je peux conclure là-dessus, ce livre-là, finalement, amène un portrait qui est lucide de la situation sur certains objets, mais quant à ses revendications, sur certains points, bon, pour un nationaliste, disons, il n'y a peut-être pas grand-chose à se mettre sous la dent. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a du nouveau? Ben, c'est en partie ce qui choque un peu là-dedans, c'est que c'est très conventionnel comme côté revendication. On va dire, bon, ben, faut mettre plus d'argent dans les écoles, faut parler d'écologie, faut s'aimer. Mais finalement, il y a assez peu de choses. Il n'y a pas de projet révolutionnaire là-dedans. On décrit GND comme l'espèce d'incarnation de l'extrême gauche québécoise. Tu sais, Jean-René Dufort, justement, Infoman, il se moquait un peu. Il disait que c'était pipé d'avance, là, puis il faisait des blagues là-dessus. Est-ce que tu as l'impression, en le disant, justement, que les conclusions, c'était un peu écrit d'avance? Je l'avais même relié. Ah oui, c'est ça, toi aussi, c'est beau. Rapport. Prédiction des conclusions du rapport de Faut qu'on se parle. Oui. Surprise! Nous avons, selon nous, 90% de corrélation. Le Québec doit résolument se tourner vers l'énergie, le domaine du pétrole et s'en libérer. Une réforme des institutions démocratiques, une réforme du mode de scrutin, revoir le mode de scrutin. Ils sont tous là-dedans. Attends, moi, je vais t'en trouver. Oui. Réforme de la fiscalité. Vous parlez de cesser la discrimination fiscale, ce qui amènerait une réforme de la fiscalité. Ben oui, mais là, quand on prédit l'âge comme ça, c'est facile d'avoir 93% de succès. Réinvestir en culture. Comment? Aller chercher de nouveaux fonds dédiés à la culture. Sur l'Internet, on propose, par exemple, nous, d'installer du Wi-Fi gratuit dans les quartiers défavorisés. C'est pas là. La question des Premières Nations, tu l'avais pas prévu. Oui, les Premières Nations. Ben oui, t'as quoi? T'as mis une phrase qui dit « faut aimer les Amérindiens ». Non. C'est pas suffisant, ça. Ça peut pas compter, là. Plus grand dialogue, plus grande implication des Premières Nations, préserver la langue et la culture des Premières Nations. Vous, c'est instaurer des tables de négociation de Tu vises large de même. Tu vises large de même. C'est ça, tu tombes dessus. J'ai réussi à avoir autant de bonnes idées en un après-midi qui sont les mêmes que toi. Combien t'as fait d'assemblées de cuisine, toi? Personnellement, j'en ai fait une 60aine. Au total, on en a fait 174 Mon rapport qualité-prix est meilleur. Bon, ça, je suis pas dans la tête des gens qui l'ont écrit. Je sais pas si c'était écrit d'avance. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai sous les yeux, à part certaines idées qui peuvent être un petit peu... qui peuvent vraiment incarner une certaine nouveauté. Entre autres, tout le passage où il parle de démocratie directe, ça c'est intéressant. Il y avait des propositions très sensées, référendum d'initiative populaire, révocation des élus. Bon, il y a des choses quand même assez intéressantes là-dedans. Mais sur la question fondamentale, qui est la question indépendantiste, qui est la question de la liberté de la société, finalement, l'indépendance du Québec, pour eux, c'est très utilitaire. À tout bout de champ, ça va être écrit « telle proposition, ça serait plus facile de la mettre en application si on était un pays plutôt que de dépendre d'Ottawa. » Mais c'est toujours des choses comme ça. C'est jamais ce qui structure la vision politique. C'est toujours un moyen d'arriver un peu plus facilement à nos fins. Puis peut-être que c'est le côté le plus sombre de l'indépendantisme québécois où qu'on considère que par caprice personnel, on voudrait une autre gestion de la politique. Pas nécessairement pour des revendications profondes, mais plutôt pour... c'est ça, pour administrer selon nous, parce que nous, on est de gauche, puis le reste, c'est de droite. Fait qu'on va faire sécession pour appliquer nos propres politiques de manière purement égoïste. Là, c'est ça qu'on le voit. Puis, je sais pas si tu avais fini de ta présentation. Oh, à peu près, oui. J'aurais peut-être à la limite un autre petit point à rajouter. En fait, il y a quand même certaines idées qui sont
sont pas très de gauche, là, c'est-à-dire qu'ils sont de la fausse gauche tant qu'à moi. Là. L'idée, par exemple, on parle de représentativité dans les milieux de travail, c'est-à-dire on fait le constat que dans certaines minorités, le chômage est plus important que dans la population en général. Donc, on aimerait inciter les employeurs à engager plus de gens issus des minorités visibles. Mais ça... c'est quand même d'actualité, ça, en ce moment, oui, là, oui, avec ce qui se passe avec la future commission sur le racisme systémique. Mais là où c'est l'Assemblée problématique, c'est que la façon vraiment de gauche de réduire le chômage chez ces communautés-là, ce serait d'essayer de créer de l'emploi pour ces gens-là. Pas d'essayer de slacker des travailleurs blancs pour mettre... c'est justement ce que je veux dire quand je parle de gestion sociétale de la vie de société. C'est que là, on va essayer de faire des lois pour dire engage un noir, un autochtone, un asiatique, un non-genré, non-binaire, LGBTQIS. Puis avant d'engager l'homme hétéro-blanc, hétérosexuel, parce que, dans le fond, il faut contrer tous ces mouvements-là de racisme. Mais au final, je veux dire, est-ce que ça pose la question, est-ce qu'il y a plus de jobs? Est-ce que l'économie va bien? Est-ce que nos industries sont en santé? C'est ça se réduit à ça. Au final, ça revient comme tu disais, le degré premier qui est le social, non le sociétal. Exact. Puis en même temps, le problème avec ça, c'est que souvent, on pense éliminer les discriminations ou les mauvais plis qu'une société peut avoir, ou en tout cas la présence de racisme ou de sexisme, sauf qu'en soulignant le fait qu'il faut plus de femmes, puis en obligeant les entrepreneurs à engager, par exemple, les minorités dont on a nommé, qu'on a citées, on se rend compte qu'on fait juste mettre plus les feux sur eux en disant « Ah, vous voyez, vous êtes encore plus discriminés. » Donc, en faisant de l'antiracisme, on renforce ces idéologies-là, ou on renforce cette tendance-là au racisme. C'est comme si un de mes professeurs avait donné un bel exemple, c'est une analogie. On fait un trait de crayon, puis on prend la grosse efface, mais on scrape la feuille quand on l'efface. C'est vraiment ça. En mettant trop l'accent sur ces identités-là, on perd la décence commune qui permet juste de dire « OK, ben cette personne-là, elle est autant valable que toi parce qu'elle a les mêmes compétences. » Puis c'est ça qui est important, c'est que la personne réussisse l'objectif premier qui est de faire sa job. C'est tout. Mais est-ce qu'on pourrait revenir à mais c'est ça, J'ai l'impression qu'on s'éloigne. On voulait faire de quoi de très factuel à soir. Finalement, on retombe toujours dans la théorie. On est des cérébraux. C'est notre défaut, excusez. Mais pour revenir à du plus actuel, GND, quand il s'est lancé en politique, son discours a été, en 3 points, là, pour résumer vraiment de manière brute et sommaire. Je suis de gauche. Donc, j'imagine qu'il y a de gauche en fonction de ce qu'il a fait avec Faut qu'on se parle et le petit livre qu'il a produit. Je suis indépendantiste, mais indépendantiste comment, justement? Jusqu'au bout, ou peut-être, ou selon certaines conditions, disons à la QS. D'ailleurs, il s'est lancé en politique au parti, à Québec solidaire. Et troisième point, moi, je suis tanné de ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. On s'est fait trahir. Les gens ne tiennent pas leurs promesses. Il y a des lobbies, puis il y a des associations corporatives qui ont un impact négatif sur le Québec, comme les médecins ou les ingénieurs, la corruption. Mais ça, à la limite, c'est très honorable. Ces 30 dernières années-là. Puis, dans le fond, moi, je veux changer ça. J'arrive pour du changement. Personnellement, je veux dire... Moi, on est quand même tous jeunes ici, mais je me rappelle quand même du début des années 2000, quand Jean Charest est arrivé au Parti libéral du Québec, en passant du Parti conservateur fédéral au Parti libéral du Québec. Puis là, il arrivait, il disait « Ah, c'est un changement, on va faire des restructurations de l'État, on va régénérer le fédéralisme, puis on va changer les choses. » Pour ce dernier jour de la campagne, les organisateurs libéraux ont voulu en mettre plein la vue. Ils ont fait plonger Jean Charest dans son plus grand bain de foule de la campagne, dans son château fort de Pointe-Claire. Une foule difficile à contrôler. Ses supporters l'ont accueilli comme un sauveur, celui en qui ils mettent tous leurs espoirs pour maintenir le Québec dans le Canada. Au carrefour Laval, Jean Charest ne parvenait pas à contenir tous les élans d'enthousiasme. L'occasion était toute choisie pour faire passer son ultime message, rassembler les Québécois, quelle que soit leur langue, leur origine, autour des mêmes valeurs. Je vous encourage à finir les dernières heures de la campagne en tendant la main à tous les Québécois et Québécoises
pour leur rappeler qu'il y a une place à la table pour chacun d'entre nous et à la table canadienne, il y a une place pour le Québec que nous devons maintenant prendre. Puis c'est un peu la même posture de Gabriel Nadeau-Dubois, pas dans la même position, mais la même posture. J'arrive, je fais du changement, je suis indépendantiste, mais pas comme les autres avant, tu sais. Puis je suis de gauche, mais pas comme les autres avant. Puis on s'entend que c'est une cassette qu'on a entendue souvent chez les politiciens, peu importe que ce soit Jean Charest ou GND. Là. Ben, c'est sûr qu'en période d'insatisfaction populaire, tu te lances pas en politique en disant « Votez pour moi, je vais faire exactement la même affaire que l'autre d'avant ». C'est moins gagnant. Pourquoi pas? Il y a certains conservateurs qui... Il faut quand même souligner que Gabriel Nadeau-Dubois a quand même brisé un tabou, ou du moins il a pointé l'éléphant dans la pièce en disant « Mais regardez, qu'est-ce qui s'est fait depuis 30 ans, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? » Il s'est fait ramasser pour ça, d'ailleurs, par des anciens politiciens. C'est la preuve que c'était tout à fait pertinent. Ah oui, c'était pertinent. Moi, là où il m'a déçu un peu, c'est comment il a réagi aux attaques. Parce qu'il est allé dire, il a adopté une espèce de posture victimaire en disant finalement, si ces propos-là choquent, c'est parce que je suis jeune. Donc, je suis discriminé parce que je suis jeune. J'ai pas le droit de dire... Non, mais t'aurais pu avoir 18 ans. Je veux dire, regarde... Le regard que les médias ont sur toi ne dépend pas de ton âge. Les médias raffolent des jeunes qui tiennent des discours... lièvres et insignifiants. Là. Il y a une des propositions justement avec laquelle Gabriel Nadeau-Dubois est arrivé, qui est une fusion justement entre Québec solidaire et Option nationale. Puis il y a d'autres candidats justement à la chefferie de Québec solidaire, en fait pas à la chefferie, au poste de co-porte-parole masculin. Et puis entre autres, c'est Jean-François Lessard, si je ne me trompe pas, qui propose justement une fusion lui avec le PQ. D'après vous, c'est quoi justement l'option que Québec solidaire va choisir parmi tout ça? Moi, je propose à tout le monde qui est ici dans la pièce ce soir de prendre leur carte chez QS. Comme ça, on va pouvoir voter pour Jean-François Lessard. On va faire de l'entrisme. Moi, je vous invite à ça. Non, mais c'est vrai, il faut être transparti. Tu veux le rapprochement avec le PQ, toi? Ça t'intéresse? Non, mais je crois que ces luttes-là, parce que ce sont tous des mouvements indépendantistes, devraient se placer à Jean-François Lisée, c'est de l'indépendantisme. Et les siècles! Mais c'est justement, c'est ça qui est triste, c'est que ça ne le soit pas. Hein? Fait que ramener la substance dans la bonne structure du parti qui va vraiment pouvoir être le moyen pour l'accès. Mais bon, je ne suis pas un fanatique du PQ, là, loin de là, mais je pense que plus qu'il y a de dynamisme en politique, plus qu'il y a de possibilités qu'on retrouve une droite. Là. Mais pour revenir sur JND, moi je crois pas que c'est quelqu'un qui incarne le changement nécessairement. Quand on regarde ce personnage-là, il est démagogique, là, on va pas se le cacher. Quand il parle des mouvements populistes, il dit « c'est des mouvements xénophobes, etc. » C'est complètement démagogique parce qu'il dit Trump n'a pas été élu parce qu'il y avait un déficit de démocratie, c'est parce qu'il n'y en avait pas assez. Puis le gars, on s'en souvient, il s'est fait racoler par les médias parce que, il faut quand même dire, il a une belle gueule, il a un beau verbe. Puis, des belles chemises aussi. C'est un peu une vedette radio-canadienne. Il y avait sa chronique, il paraît bien, c'est ça. Il s'est fait coopter par les médias. Déjà là, ça me part mal pour un révolutionnaire. Non, mais on va se le dire. Puis le gars, il se propose, comme lui, il était porte-parole là, de la classe au début. C'était quelqu'un qui était supposé représenter le collectif. Un radical. C'était pas supposé être une plateforme, un tremplin pour sa réussite mais dans les médias. Après ça, il se fait coopter par les médias. Il comprend la logique. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait, faut qu'on se parle, qui est un coup médiatique ingénieux, là, incroyable. Non, ça force le respect, sérieux. Donc, ils nous racontent leur vie, leur job, comment ça se passe avec leurs enfants, ce qui les inquiète dans l'avenir du Québec. Ils se livrent beaucoup. Ce que je réalise avec ce projet-là, c'est que les gens ont arrêté de parler de politique entre eux. Et en tout cas, jamais de politique de fond, là. Je sentais ce soir que les gens prenaient au sérieux l'exercice puis voulaient que leurs propositions sortent. On ne veut pas, avant même d'avoir fini ce processus de consultation-là, se mettre à dire déjà voici ce qu'on fait. Peut-être que ça va aussi se terminer là, puis je pense que ça sera déjà une belle contribution à la démocratie québécoise, le fait d'avoir stimulé le débat puis d'avoir émis des propositions. Après ça, qu'est-ce qu'il dit? C'est que moi, je représente le collectif, donc je rejoins quoi? Je ne fais pas un mouvement populaire, je n'essaie pas d'incarner une tangente, une émeute, une révolte, un mouvement. Non, je rejoins un parti déjà établi. Je remplace Amir Kadir, puis
Mère Teresa David. Là. C'est ça qu'il va faire. Puis, le gars, il nous rappelle, il nous dit il faut du changement, mais c'est complètement l'inverse. C'est pas un peu ce que François Legault avait fait dans le temps, là? Il avait pas fondé le non, coalition. Oui, c'est comme la fondation de la CAQ. Finalement, tu commences par faire des tournées des régions avec tes diverses propositions sur divers sujets. Vous allez voir, on va jaser ensemble, puis tout va bien se passer. Et après ça, on lance le parti. À la clé de ça, c'est ça, tu lances un parti, excepté que là, il a rejoint un parti qui était déjà existant, mais c'était quand même assez prévisible que GND finirait par réintégrer QS. Un autre élément qui nous dit que cette personne-là, ce n'est pas progressiste ou va rester figé dans les critères médiatiques d'aujourd'hui, c'est qu'il a rejeté Rambo Bernard Gauthier. Il a frappé dessus. En tout cas, il l'a traité de démagogue parce que c'est pas vrai qu'on fait de la politique en tapant sur les femmes puis les immigrants. C'est ça. Fait que parce qu'il a vraiment tapé sur les femmes et les immigrants, je veux dire, quand même nuance. Pour moi, c'est pas quelqu'un de gauche, complètement. C'est un socialiste, un peu pour ceux qui connaissent la politique française, comme François Hollande en France, ou c'est quelqu'un qui se dit social-démocrate, mais social-démocrate, historiquement, c'était pas quelqu'un de gauche, c'était quelqu'un de libéral. Et vous, justement, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Rambo Gauthier en politique? Justement, il a annoncé qu'il avait créé un groupe, Citoyens au pouvoir, puis il était passé à Tout le monde en parle quelques semaines, c'était un peu fait passer à tabac. Justement, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de cet homme-là sur la scène politique? Je peux en parler pour qu'est-ce qui est arrivé à Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Je crois que ici à Montréal, personne n'aurait jamais dit ça si on était dans cette culture montréalaise ici, mais il faut quand même comprendre que le gars, il essayait pas de porter un jugement de valeur. C'est plutôt les gens, à Tout le monde en parle, les Guillaume Lepage, qui ont formé une opinion puis qui ont supposé s'il dit ça, c'est parce qu'il fait ce jugement-là. Mais le gars, pour la phrase, là, ceux qui ne le savaient pas, il disait ouais, vas-y, t'as une meilleure mémoire. C'est que, il racontait une anecdote comme de quoi que lui, dans un souper, il disait on était une gang de gars, on s'est mis à jaser de politique, les filles sont allées dans le coin jaser de je sais pas quoi, de lingerie, whatever. En tout cas, il a dit quelque chose comme ça. Puis là, Guillaume Lepage a sauté là-dessus, puis il a dit c'est quoi, les filles s'intéressent pas à la politique? Moi, c'est sûr, gars, je vais être le porte-parole, puis ils m'ont fait le porte-parole. Je suis pas le cerveau là-dedans, je suis pas vraiment un politicien, sauf que j'aimerais vraiment que ça change. Moi, je pense beaucoup à nos enfants, à notre relève. On est 2-3 couples, des fois, chez nous, sur le patio, on est en train de se faire un barbecue, puis là, la bière, puis la patente. Puis après 7-8 bières, on se met tout à faire de la politique. Hein? Les filles s'en vont raser de leur linge, de leur patente. Nous autres, on se ramasse dans le coin. On se met à parler de politique. Puis là, on est ministre de ci, ministre de ça. Pourquoi les filles n'aiment pas ça, la politique? J'en vois pas beaucoup s'en mêler. En tout cas, par chez nous, pas tellement. Okay. On a une bonne députée au niveau du Bloc québécois, puis élue pour ça. Là. Bon. Elle est solide, la fille. Tu seras ministre du linge. Ministre de la lingerie. Oh, mon Dieu! Fait que c'est ça, la lingerie, c'était pas linge. Là, j'ai pas dit féminine, rien. La lingerie, ça peut entendre bien des choses. C'est pas un mouvement féministe. Non. On s'entend là-dessus. Puis Rambo a dit personnellement, j'en connais pas beaucoup des filles qui s'intéressent à la politique. Mais après ça, il s'est rattrapé en disant il y a quand même des bonnes députées en politique. Entre autres, il a vanté le travail de Marilyn Gill, qui est la députée du Bloc pour Manicouagan dans la Côte-Nord. Il a dit qu'elle faisait un bon travail, tout ça. Donc, mais voilà, les médias après ont repris ça puis ont monté l'histoire en épingle à l'effet que Rambo finalement aurait dit que les femmes en politique, que c'est pas important, alors que finalement, il a jamais dit ça. Il a juste dit que dans son milieu personnel, ça donnait pas à connaître des femmes qui s'intéressaient à la politique. Mais non, c'est exact, Félix. C'est juste un constat sociologique que lui, il fait. Ça veut pas dire qu'il donne une prétention de scientificité, puis de dire, dans le fond, il s'intéresse pas à la politique. Il fait juste dire que dans mes parties, ça se déroule pas comme ça. Puis c'était une anecdote insignifiante. C'est même pas vers là qu'il voulait s'en aller. Il disait ça en passant, lui. C'était tellement malhonnête d'insister là-dessus, puis d'y voir l'essentiel de son discours. Ça dénote vraiment la mauvaise foi de nos médias. C'est hallucinant. Le pire, c'est qu'il s'en est même pas rendu compte qu'il y avait une mauvaise foi autour de lui, puis un jugement de valeur qui avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Enfant. Parce qu'il était, il était dans une démarche de candeur. Puis après ça, il a dit une autre boutade. Là. Il a dit en politique, on va les mettre ministre de la lingerie, j'aimerais ça. T'es quelque chose du genre. Là, vous voyez, ça vole pas haut, on va s'entendre, mais tout de même, si on est de bonne foi ou on essaie de comprendre le personnage, puis
Mais au-delà, on va pas essayer de dire plus de qu'est-ce qu'il a pas dit. Là. Mais au-delà de cet événement-là, on lui a accolé l'étiquette de populiste. Il y a des gens qui ont dit « Ah ouais, il ressemble beaucoup à Donald Trump, il est très proche de Donald Trump, mais tu sais, il n'y a pas d'argent. » Puis c'est pas Donald Trump. Mais OK, tu sais, je veux dire, là, c'est fallacieux de faire des liens comme ça. OK, on comprend qu'il faut le traiter de populiste, parce que c'est vrai que Bernard Rambaud-Gauthier prétend porter une certaine frustration populaire, que Gabriel Nadeau-Dubois dénote aussi, mais qui dit « Oh, on va pas le faire à la façon Rambaud-Gauthier. » Mais le point essentiel de Rambaud-Gauthier, c'est qu'il est dans le non politiquement correct. Il brise ce tabou-là du politiquement correct pour justement crier haut et fort et en grande couleur. On était écœurés de se faire l'amour par en arrière sans autorisation. Il va dire des choses comme ça, puis il essaie de. Il va dire des crises de tabarnak, puis ça fesse. Puis en plus, à cause de son passé de syndicaliste, de son passage à la commission Charbonneau dans le passé, il a une prestance médiatique, puis les médias, ils vont le voir. Donc, c'est les médias qui lui donnent de la visibilité, puis quand il est vraiment extravagant, ben ça lui donne encore plus de visibilité, puis les gens aiment ça. Oui, mais non. Il n'y a pas personne qui parle de ressembler aux pays scandinaves. Là. Puis, j'en vois pas bien parler de casser l'establishment, moi, puis l'élite politique. Je casse ma carte de guichet automatique, ça me coûte 5$ d'en avoir un autre. Je donne pas assez d'intérêt par année, moi, là. Ça n'a pas de bon sens. On est étouffé. Le Québécois moyen est étouffé. Puis les autres ne font pas leur part. Les milliardaires là, qui ont des abris fiscaux, là, puis même des gens politiques, les gens qui gèrent notre province ont des abris fiscaux. C'est un fiasco aussi, c'est un désastre, c'est une honte. Il faut, à un moment donné, mettre un terme à ça. Peut-être que les milliards qui se perdent des abris fiscaux, là, s'ils seraient redistribués dans la communauté, peut-être qu'on ne serait pas tant dans la marque que ça. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de couper dans les services sociaux, qui restent dans l'aide sociale. C'est nous autres, on est étouffés pour faire qu'on se réveille à un moment donné. Là. Puis tu veux parler, tu veux le dire haut et fort que ça ne marche pas, personne ne t'écoute. Tu te fais dire par ton député chez vous, asti, donne-nous tout de même sortir de la merde. Je suis pas de la bonne couleur. Quelle sorte d'asti politique que c'est rendu, ça? Faut que ça change. Puis en plus, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense sur des sujets de fond comme l'immigration. Puis ça, Gabriel Nadeau-Dubois, je veux dire, il n'en parle pas dans son petit livre d'immigration. Pour lui, il faut gérer l'immigration puis gérer la diversité. Mais on ne pose jamais la question fondamentale qui est quand même d'une actualité très prégnante aujourd'hui, qui est qu'est-ce qu'on fait avec 50 000, 55 000 immigrants au Québec chaque année de plus? Alors que notre économie, ben, peut-être qu'elle s'en va pas en croissance, puis elle s'en va en décroissance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis... Mais là, si je peux juste quand même nous recentrer un petit peu, parce que là, on aborde beaucoup Rambaud-Gauthier en tant que phénomène médiatique, comment les médias ont parlé de lui. Mais moi, je pense, pour bien répondre à ta question, il faudrait commencer par se demander qui est Rambaud-Gauthier à la base, puis qu'est-ce qu'il incarne pour de vrai, pas seulement le regarder à travers la lorgnette des médias puis des petits scandales qu'on essaye de lui coller autour. Rambaud-Gauthier, c'est quand même le retour, si on veut, au Québec d'une parole qui est populaire, d'une parole qui est sentie, qui est virile, qui est sans langue de bois. Et ça fait énormément de bien à voir pour commencer. On a eu par le passé, on a eu des gens comme Michel Chartrand, on a eu des gens comme Pierre Falardeau, on a eu des gens comme Jean Garon, on a eu des gens comme... peut-être qu'il y avait un parler un peu plus soigné, mais disons Pierre Bourgault, mais des gens qui n'avaient pas peur de fesser dans le tas, en fait. Là. Et ça, on n'est plus habitué de voir ça. Et l'arrivée de Rambaud-Gauthier, ça ramène un peu cette chose-là qui fait franchement du bien à voir. Et puis, si on peut s'intéresser vraiment au personnage en tant que tel, bon, on connaît ses déboires avec la justice concernant des cas de supposée intimidation sur les chantiers. On sait qu'il a passé à la commission Charbonneau, tout ça. Bon, ses activités de syndicalisme. Il était quand même reconnu coupable. Je sais que tu l'aimes, Rambaud, là, mais il a quand même été reconnu coupable. Il a été reconnu coupable d'intimidation, effectivement. Sauf que, là, rendu là, il faut poser la question en dehors de juste qu'est-ce qui est la loi. Il faut poser la question. On est sur des terrains moraux, là, rendu là. Oui, quand tu as quelqu'un, quand tu as
un employeur qui arrive dans une région défavorisée comme la Côte-Nord, qui arrive avec ses propres travailleurs puis qui refuse d'employer des gens du coin, à un certain point, les gens sur place qui ont déjà des problèmes à boucler les fins de mois, qui voient leurs ressources partir comme ça, est-ce qu'ils ont le droit de se révolter puis de devenir violents? Mais là, bon, on est en train de changer de sujet complètement. Mais juste pour finir sur Rambo Gauthier, c'est pas seulement aussi un gars qui a une certaine éloquence populaire, puis c'est pas juste un personnage de film de Pierre Perrault, je veux dire, c'est aussi quelqu'un qui a un vécu assez intéressant. C'est un gars c'est un ancien militaire qui a été là, je crois qu'il a été en Yougoslavie, en Afghanistan, qui a été là sur des terrains difficiles. C'est quelqu'un qui a une vie assez trash. Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre de Victor Lévy-Beaulieu sur le livre d'entretien qu'il a fait avec Rambo Gauthier. Est-ce que je me trompe sur ses interventions, sur sa carrière de militaire? Yougoslavie puis Afghanistan, je suis pas sûr. Là. Peut-être que je me trompe. Je sais qu'il a été stationné à l'étranger, par contre, mais peut-être qu'il a fait une mission. Je veux dire, je me souviens pas d'avoir lu ça. Mais peut-être que je suis en train de vous induire en erreur. Au pire, on fera de la post-prod puis on corrigera. Anecdote qu'il y a dans le livre, il a été aux premières lignes de l'introduction dans les forces armées de quotas féminins. Donc, on devait mettre des militaires femmes au même niveau pour l'égalité entre les sexes. Puis ça, c'est le fédéral qui voulait ça. Puis lui, il était à ce moment-là caporal-chef, je crois, puis il avait son unité. Et, il y a eu beaucoup de misère à vivre le fait qu'il y ait l'introduction des femmes dans l'armée, parce que ça causait des nouvelles difficultés. Puis pour lui, ça allait pas dans... Non, mais je veux dire... Non, mais j'ai pas fini. Non, mais pour lui, ça allait pas dans la vision de l'armée, parce que son expérience qu'il y a eu, c'est que les filles ont été trop émotives, puis il était pas capable de toffer qu'est-ce qui... Non, mais je veux dire... Non, c'est vraiment pas ça. C'est même pas ça l'anecdote. L'anecdote, qu'est-ce qu'il disait, c'est que... c'est qu'il y avait des femmes qui utilisaient le fait qu'il y avait des menstruations pour avoir des permissions, tout ça, puis ils n'étaient pas capables de suivre le groupe. Puis, Rambo Gauthier n'est pas contre l'insertion des femmes dans l'armée, c'est juste qu'il considère qu'il y a des postes cruciaux où qu'il faut avoir des gens qui sont sérieux, peu importe leur sexe. C'était ça qu'il disait. Cette fameuse et prétendue égalité homme-femme, qui n'est souvent qu'une vue de l'esprit parce qu'elle ne tient pas compte d'une différence fondamentale qu'il y a entre les sexes, surtout dans un monde qui, depuis l'origine des temps, s'est établi en fonction des hommes seulement, structurellement et idéologiquement. C'est sûr, dit Rambo, il y avait dans l'armée des femmes qui étaient meilleures que bien des hommes, mais c'était là un choix qu'elles avaient fait elles-mêmes. Quand tu imposes à quelqu'un ce que t'attends de lui comme agissement, ça commence déjà à aller mal, parce que cette personne-là va y aller à reculons. Ça se traduisait comment, cette façon de faire? Je vais te dire ça sans détour. Il y a des femmes, quand elles avaient leur menstruation, qui obtenaient leur billet pour être exemptées des travaux que, selon la nouvelle règle, elles devaient accomplir. Moi, quand j'ai mes SPM, je peux pas porter de ceinture, je peux pas monter sur un camion pour l'exercice du camouflage, je peux pas lever des poids. Moi, dans ma section, j'avais 2 femmes de ce genre-là. Quand elles se rendaient indisponibles, je devais réveiller l'un de mes gars, même s'il venait tout juste d'arriver de mission, pour qu'il aille camoufler le camion de la personne indisponible. Je vais te dire, un gars qui vient de passer 18 heures debout et que tu réveilles alors qu'il vient juste de s'endormir, je peux te certifier que d'aller camoufler un camion qui n'était pas le sien, ça lui tentait pas une miette. Les premières semaines, ça a fonctionné parce que la galanterie était là. Mais après, les troubles ont commencé. Tu perds la concentration de ton équipe, ça bougonne puis ça chiale. C'était pas le fait qu'il soit émotif, c'est loin de là. Le problème de Rambo Gauthier aussi, peut-être que peut-être qu'il y a une partie de vrai, peut-être qu'il dit pas tout, puis peut-être que c'est vraiment ça qu'il pense, on ne sait pas. Je veux dire, le personnage est quand même, je pense pas qu'il il est pro-femme, féministe, etc. Je pense pas qu'il va se dire comme ça, ça c'est vrai. Par contre, le problème, c'est qu'il n'est pas capable de se défendre quand il arrive à Tout le monde en parle contre Guy Lepage. C'est ça le problème en tant que politicien, c'est qu'il ne peut pas dépendre de ses propres ressources. C'est pas quelqu'un qui va pouvoir rétorquer à ces gens-là puis défaire la rhétorique de la classe médiatique. D'ailleurs, oui, il y a des sentiments, il y a des intuitions politiques, mais il n'est pas capable d'avoir une vision. Il n'est pas capable d'avoir une vision générale puis vraiment une idéologie ancrée. Et c'est ça qui lui nuit beaucoup. Puis d'ailleurs, je pense que le seul intellectuel qui est allé le voir, pourtant, je veux dire, quand on regarde des gens comme Chartrand, qui sont entourés de va-de-bon-cœur, d'intellectuels de haut niveau, d'une richesse culturelle, c'est inquiétant. Il y a juste VLB qui est allé le voir, en tout cas. Si des intellectuels ou des universitaires qui veulent
prendre l'occasion. C'est le temps, là, c'est le kéros, là, comme dirait. On peut se dire que son avenir politique, en fait, va dépendre de sa capacité à bien s'entourer. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça. Tout à fait. Je pense que ça résume bien justement la situation sur Rambo Gauthier. Pour l'instant, on va prendre une petite pause d'à peu près une dizaine de minutes. Oui, donc tout le monde, j'espère que vous avez apprécié votre pause. Donc, c'est ça, on est de retour. Là, on revient justement à l'actualité politique québécoise. Donc, justement, récemment, il y a Martine Ouellette qui a remporté sans grande surprise la course à la chefferie au Bloc québécois. On s'entend, tout le monde s'y attendait. C'était écrit dans le ciel depuis des semaines. Quand tu es la seule candidate pour perdre, il faut vraiment être bloqué. Il y avait d'autres candidats, il y avait d'autres gens qui se sont essayés. Là, mais bref, en tout cas, on s'entend que c'était pas mal sûr qu'elle allait gagner. Donc, c'est ça, justement, c'est beaucoup fait critiquer sur le cumul des fonctions. C'est beaucoup quelque chose qu'on y a reproché récemment. Vous, qu'est-ce que vous pensez justement du cumul des fonctions de Martine Ouellette, de siéger comme députée à l'Assemblée nationale du Québec et d'être chef d'un parti fédéral? Et puis, est-ce que vous pensez justement qu'elle va réussir à revigorer le Bloc québécois? Ben, sérieux, moi, je pense que c'était une pogne, là, parce que tous les ministres sont un peu dans la double fonction, dans la double tâche. Puis, eux aussi devraient prendre le blâme, si c'est le cas. Puis, je rappelle que Jean-François Lisée, qui lui aussi a fait partie de ces gens qui ont décrié ça, est lui-même chef de parti. Donc, imaginez. Lui aussi a une double fonction. Je pense que c'est... Non, mais le reproche portait pas là-dessus. Le reproche portait sur le fait de siéger à 2 parlements en même temps, d'être à la fois au provincial puis au fédéral. Ce que les détracteurs disaient, c'est que entre les enjeux qu'on traite au fédéral et les enjeux qu'on traite au provincial, finalement, c'est pas la même chose et que donc, à ce moment-là, il y a un certain risque de collusion. Ce qui est quand même assez drôle de dire ça parce que ça sous-entend que finalement, le Québec et le Canada ont des intérêts très opposés et donc que tu peux pas siéger aux deux. Bon, c'est assez comique de voir des fédéralistes grimper d'un rideau là-dessus. Personnellement, je pense que c'est de la bullshit complète qu'on lui reproche ça. Elle est élue au Bloc québécois et le Bloc québécois défend les intérêts du Québec. Il n'y a aucune incohérence à siéger à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois à faire partie du Bloc québécois au fédéral. Je veux dire, il n'y a absolument rien là-dedans qui peut choquer. On rappelle aussi qu'elle siège comme députée indépendante aussi. Oui, c'est ça. Le fait qu'elle siège comme députée indépendante, elle a choisi de rester. Elle a le droit de rester. Elle a été élue par le peuple. On n'a pas à exiger qu'elle se retire. On va utiliser le salaire qu'elle gagne en disant, vous voyez, ça n'a aucun bon sens qu'elle touche, c'est quoi, c'est 90 000 $ par année, un député, quelque chose comme ça, que c'est terrible qu'elle touche cet argent-là du provincial tout en travaillant au fédéral. Mais j'insiste déjà sur le fait, je vais le redire encore, qu'elle a été élue par le peuple et qu'elle a le droit de finir son mandat et que j'aimerais aussi rappeler qu'on a déjà eu beaucoup d'élections partielles depuis dans l'actuel mandat, dans l'actuel gouvernement Couillard. Ça coûte 500 000 $ faire une partielle, ça coûte plus que 5 fois le salaire annuel de député. C'est pour un an, ça serait une partielle qui coûterait 500 000 pour qu'elle siège un an avant les élections générales. Tout ça, c'est bon. Là, pour l'instant, je vais peut-être m'arrêter là, mais je pense que c'est quand même... Ça fait partie d'un plan plus vaste pour essayer de déstabiliser le Bloc, d'essayer de lui casser du sucre sur le dos. Mais bon, si les gars veulent dire autre chose là-dessus, je vais peut-être... Ouais, mais j'ai trouvé ça... mon frein. J'ai trouvé ça quand même pas très solidaire de la part de M. Lisée. Quand même, là, je pense que même lui, il savait que c'était faux puis que c'était complètement aberrant de dire ça. C'est pas comme si Martine Ouellette se retrouvait chef de 2 États distincts. Elle n'a pas des responsabilités. Elle est que députée d'un groupe politique qui est minoritaire à la Chambre des communes. Non, c'est ça. Je pense que c'est juste pas admis dans les mœurs puis dans les coutumes de la politique actuelle, mais... Je pense que rien n'empêche un ou l'autre. Moi, je verrais bien Jean Charest, chef du Parti conservateur du Canada, puis chef du Parti libéral du Québec. Là. C'est des frères de sang. Ça serait plus honnête, là, c'est tout. C'est ça. Non, mais parce qu'en même temps, ils se disent... On arrêterait de nous faire croire qu'ils nous représentent. Non, mais parce qu'ils se disent, le plus de sièges qu'il y a, le plus de gens qu'on va pouvoir coopter à des endroits... C'est pour ça que les gens ils veulent pas la fusion à Montréal, parce qu'ils se disent ouais, c'est moins de revenus pour moins de gens, ça réduit notre
notre réseau. Tandis que là, tu sais, je veux dire, si les gars ils seraient plus honnêtes avec ce qu'ils ont comme appât du gain, je pense qu'ils se présenteraient tous aux deux, là. Sincèrement. Là. Tout à fait. Mais sinon, pour passer au-delà de du fait qu'elle soit transparlementaire, à cette époque du trans-tout, tu sais, Martine Ouellette, dans le passé, personnellement, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que elle manquait de charisme dans ses discours et elle va pas chercher comme le bon vieux sentiment populaire. Elle comprend pas vraiment la psychologie de foule nécessairement, mais c'est une sacrée bonne leader. Puis elle est quand même leaders, excusez-moi. Elle est super bonne pour gérer des projets puis faire avancer une cause. Puis elle a quand même une grosse tête dure. Puis ça c'est quand même bon à Ottawa parce que je veux dire c'est ça qu'on a besoin, des têtes dures qui vont pas se ramollir face à un discours de Justin Trudeau ou à l'insignifiance d'une Mélanie Joly. Puis c'est quand même bien. Un des dossiers sur lesquels elle s'est avancée tout récemment, c'est parce que là, il y a un projet de loi au fédéral sur la légalisation de la marijuana. Et elle s'est avancée pour dire non, nous, le pot, on veut que ça soit québécois. On veut que ça soit fait au Québec, puis on voudrait pas que ça soit fait par une entité qui est à l'extérieur du Canada. Et pour elle, elle est vraiment dans une posture de nationalisme économique sur le pot. C'est dans nos prérogatives. Ça devrait être nous qui gèrons ça. Puis c'est quand même... si on regarde les statistiques et les fruits économiques que ça amène, la légalisation ou la décriminalisation de la marijuana, c'est des milliards de dollars sur un marché. Mais bon, elle sent ça venir, puis elle a quand même eu le flair de dire non, le Québec va être capable de produire son propre pot, puis ça reste que c'est la question du pot, là, mais c'est pas grave. Puis un autre point que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il y a eu la frappe récemment des États-Unis sur la Syrie avec les 59 missiles Tomahawk et la communauté internationale c'est pas indigné nécessairement. La communauté internationale c'est même pas indigné pantoute. Je veux dire, Trump qui 2 semaines avant était le gros méchant monsieur dangereux avec les cheveux oranges puis une vie débauchée, bon tout ça, en tout cas bref, toutes les façons de le planter étaient bonnes. Soudainement, il est devenu l'homme de l'année et le grand sauveur parce qu'il a bombardé une caserne vide et tué une dizaine de civils, je veux dire. Qui est un acte d'ingérence dans un pays autonome, indépendant, puis qui est un acte de guerre crasse. Et qui va exactement à l'inverse de tout ce qu'il avait annoncé jusque-là quand il prônait l'isolationnisme auparavant. Mais bon, dans le fond, Martine Ouellette s'est placée quand même sur la position des non-alignés, comme la Russie ou d'autres pays. J'en ai aucun à l'esprit en ce moment. Mais il y a juste la Russie. Mais il y a... elle a dit non, il faudrait peut-être faire une enquête, savoir vraiment ce qui s'est passé. Puis nous, on dénonce pas l'attaque, on s'indigne de rien. On dit pas que Bachar c'est un gros criminel qui est contre son peuple et tout ça. Elle dit faisons une enquête, puis n'allons pas trop vite en affaires. Puis tant mieux, elle a vraiment eu l'audace de dire ça. Puis pour moi, je veux dire, c'est du bon sens politique international qui est très bien. Là. Mais là, je pense qu'on est en train vraiment de mettre le doigt sur pourquoi en ce moment elle a ces espèces de jobs de bras qu'on lui fait constamment. Je pense c'est l'histoire des cumuls de fonctions, l'histoire de qu'il y a de la bisbille dans les députés qui sont pas contents, alors que tous les députés s'étaient rangés derrière elle pour la course à chefferie. Quelle autre histoire qu'on a mis sur le dos? Le pote, il y a des gens qui ont ri d'elle avec ça, qui ont fait des caricatures absolument débiles pour dire qu'elle est droguée puis qu'elle est complètement folle, de proposer qu'on prenne nos responsabilités en tant que nation sur le sujet de la légalisation de la marijuana, qui est un sujet de santé publique comme un autre. Finalement, si on lui tape autant dessus, puis si le Bloc québécois se fait autant attaquer, c'est peut-être justement parce que le Bloc québécois est un parti qui est beaucoup plus subversif sur beaucoup d'enjeux. Il est devenu, en tout cas, dans les dernières années.
Tu viens de parler tu viens de parler justement de leur opposition aux frappes de Trump. Quand on dit que dans le monde occidental, les réactions ont été unanimes à dire que c'était donc extraordinaire d'avoir fait ça, je veux dire, je connais personnellement, je cherche des politiciens occidentaux qui ont vraiment pris position contre cette frappe-là. Le Bloc québécois est un des seuls. C'est-à-dire, il y en a une autre, mais ça a l'air qu'il ne faut pas trop nommer. Il y en a une autre, il ne faut pas trop nommer son nom ici. Ah non, attention. En tout cas, on vous donne un indice, elle n'est pas amie avec Anne-Marie Dussault, mais on n'en dit pas plus. Mais il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon aussi? Je sais pas, Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que sur beaucoup de sujets, le Bloc québécois ne fait pas comme les autres. Je veux dire, on se rappellera la campagne où finalement, la dernière campagne électorale fédérale, tout le monde les donnait battus. Ils ont réussi à aller chercher des points sur lesquels ils étaient les seuls à prendre position. Sur le pipeline d'Énergie S, ils étaient les seuls à avoir une position claire là-dessus. Les autres étaient comme oui, mais non, mais peut-être, mais attendons les études. Le Bloc québécois disait non. La question du niqab pendant les serments de citoyenneté, moi au début, j'étais comme... Personnellement, je trouvais qu'ils insistaient un peu trop là-dessus, mais c'était un geste intelligent parce qu'ils adressaient quelque chose que les autres ne faisaient pas. Une des premières mesures de Justin Trudeau, quand il a été élu, ça a été sa motion pour condamner le mouvement BDS. Boycott des investissements, sanctions, donc le boycott des produits israéliens pour protester contre la politique d'apartheid israélienne et contre les actions épouvantables qui se passent en Palestine en ce moment. Cette motion-là a été adoptée à la quasi-unanimité, excepté quelques gens du Bloc qui s'y sont opposés. Alors, le Bloc, vraiment, on voit qu'il y a un discours presque anti-impérialiste, ou en tout cas qui est en train de naître chez eux. Et ça, je pense que dans certains cercles de pouvoir et dans certains milieux très puissants, puis dans les médias mainstream, puis dans tout ça, ça leur vaut beaucoup de haine et que c'est pour ça que le Bloc québécois à tout bout de champ se fait planter et c'est pour ça qu'on veut la disparition du Bloc à tout prix, même qu'on se rappelle le traitement ignoble qu'on a fait subir à Mario Beaulieu, qu'on s'en rappelle un peu. Sitôt qu'il était élu, ils sont allés chercher à peu près toutes les personnes qu'ils pouvaient trouver pour les mettre en face d'une caméra pour qu'ils plantent Mario Beaulieu, qui disent que c'est un extrémiste puis que ça n'a pas d'allure, alors que c'était un vrai militant indépendantiste, puis que c'était un gars qui n'avait pas peur de parler d'histoire, qui n'avait pas peur de parler de langue, qui n'avait pas peur de parler de tout plein de sujets. Qui donne sa vie, là, je veux dire, pour ça. Il a donné beaucoup de temps là, pour la cause. Il était justement président dans la Société Saint-Jean-Baptiste, dans la maison où on se trouve en ce moment. Là. Je veux dire, il a passé plusieurs années à travailler très fort là-dessus. Bref, on fait des jobs de bras au Bloc et c'est pas pour rien. C'est parce que le Bloc amène des sujets très pertinents. Là, on pourrait parler de lutte contre les paradis fiscaux, on pourrait parler de plein d'autres choses. Oui, mais c'est ça, mais c'est un signe de santé parce qu'il y a quelques années, le Bloc, on voyait ça décliner, puis on se demandait vraiment c'était quoi son rôle. Mais qu'est-ce qui est ironique dans tout ça, c'est que nos meilleurs soldats soient dans l'enclos fédéral, alors qu'ils devraient être au PQ, puis justement revitaliser, redonner une orientation à ce parti-là. C'est quand même drôle c'est le mauvais côté d'avoir Martine Ouellette qui est devenue chef du Bloc québécois. C'est que la dernière vraie indépendantiste de l'Assemblée nationale est désormais rendue députée indépendante. Je crois qu'il y a quand même des indépendantistes de l'Assemblée nationale. Je pense pas... Je pense que c'est la ligne de oui, parti, mais ils le disent pas fort. Non, mais c'est normal. La ligne on va de dire parti. indépendantiste décomplexé complètement. Mais je trouve ça novlangue quand même, décomplexé. Non, mais c'est on n'est pas dans le pathos, là. On n'est pas à la clinique sur le sofa. Non. Non, mais quand même. Non, mais quand même. Mais je crois que personnellement, Martine Ouellette pourrait pas être la chef d'un parti. Puis je pense que c'est quelqu'un qui est une bonne gestionnaire, elle a une bonne vision, elle a une très bonne rationalité, mais elle n'a pas la touch d'avoir un horizon politique puis une orientation, personnellement parlant. Mais je pense qu'au Bloc, c'est la meilleure posture qu'elle peut avoir, puis je crois que c'est un bel addon que ça se passe là. C'est ça. Moi, je pense qu'elle est très bonne pour critiquer aussi. Fait que, comme chef du Bloc, c'est un atout, ça, d'être bon pour critiquer le régime. Sinon, son discours d'investiture, moi, j'étais présent à son investiture, puis justement, son discours m'a marqué parce qu'il était très concret. Elle n'était pas dans les grands principes, elle était dans des exemples précis où le Canada, finalement, bafoue nos intérêts. Puis donc, quand tu parles d'une bonne critique, c'est ça aussi. C'est ça. Et puis, c'est ça. Là, on va rester sur la scène fédérale, mais on va changer de parti. On va faire un petit saut du côté
des conservateurs, parce qu'en ce moment, il y a une course à la chefferie du Parti conservateur. C'est peu médiatisé, mais il y en a quand même une. Pourtant, la moitié de la population sont candidats à la chefferie, ouais, apparemment, mais pourtant, on n'en parle pas. Ils sont 15, hein, puis il y a vraiment un gros éventail. Puis c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement des candidats qu'on nous présente justement pour remplacer Stephen Harper comme chef du Parti conservateur? J'ai commencé avec Maxime Bernier, on s'en fait un chaque, ouais. C'est pas ça que vous connaissez, j'espère. Bon, il y a Maxime Bernier qui est notre saveur local bleuet, là. Lui, c'est le classique libéralisme de droite. Il faut supprimer l'offre, il faut qu'il y ait plus de marché international. Puis l'identitaire, on s'occupe pas de ça, là. C'est pas bien grave, tant qu'il y a de l'argent qui rentre, là. Non, mais il est quand même cool. Je dois le dire, là, sa pub sur Facebook prend la pilule rouge ou la pilule bleue là, en référence à la matrice. Là, c'était quand même un coup de gueule assez incroyable. Là. Je veux dire, pour un conservateur, là, de commencer à prendre des symboles de la matrice, là, je veux dire, non, mais la com vole pas haut. Hein. Est-ce que vous saviez qu'il a déjà été au Parti québécois, Maxime Bernier? Maxime Bernier a déjà milité au Parti québécois. Ouais. Ben, ce qui expliquerait sa déclaration qui avait été très controversée à l'époque où il était ministre, où il disait éventuellement un jour le Québec va devenir un pays et c'est pas un problème. Je vais très bien vivre avec ça. Mais bon, sinon, moi, je veux dire, c'est loin des yeux, loin du cœur, la course à chefferie du Parti conservateur. C'est une affaire de Tories de l'Ouest. Je dois dire, c'est quand même... Moi, ce qui m'avait marqué, c'est surtout l'espèce de débat qu'ils avaient eu. Puis là, ils parlaient pas très bien français. Là. C'était quand même assez rigolo. Là. Pour moi, ce moment-là était assez significatif. Hein, de dire, OK, il y en avait un candidat, je me souviens plus exactement de son nom. Monsieur Deepak. Ah. Chers amis conservateurs, aujourd'hui, je m'entendrai parler beaucoup des valeurs canadiennes. Je crois que la croissance de l'économie passe par la réduction de l'impôt, aussi la réduction des règlements, aussi l'expansion du commerce. Depuis que cette cour des chefferies est commentée, nombreux conservateurs moindres souvent qu'elle ne suit pas son Canadien ou que je retourne. Soit moi, c'est au Canada. Je crois que le prochain chef de notre parti devra être bilingue. Ouais, Tupac servirait dans sa tombe. Là, c'est vraiment... je veux dire, il mâchouillait ses mots français, on comprenait rien, c'était une nouvelle langue. Là. Peut-être que c'était justement la neuve langue d'Orwell, on ne sait pas. Là. Non, mais c'est qui son Québécois préféré? Non, je sais pas c'est qui son Québécois. Céline Dion. Ah! C'est quand même profond. Hein? Si je peux apporter mon petit commentaire là-dessus, moi, je suis pas énormément cette course-là. De toute manière, il y a assez peu d'informations disponibles comparativement à d'autres courses à la chefferie, comme celle du PQ, où on avait des sondages à tous les jours, puis on avait comme régulièrement du matériel. Là, on n'a finalement pas grand-chose pour essayer de baser une analyse. Les quelques sondages qui sont sortis disent que c'est Kevin O'Leary qui mène sur les autres candidats. Maxime Bernier est deuxième, puis les autres font des scores assez bas. Ce qui m'amène à dire que le Parti conservateur devrait peut-être songer à changer de nom et s'appeler Parti libertarien parce qu'il n'y a finalement pas grand-chose de conservateur au sens de conservatisme réel. Finalement, les seuls de ce que j'ai vu qui sont vraiment sur la ligne d'un vrai conservatisme social, il y avait Kelly Leach qui était dans l'idée d'instaurer une espèce de charte des valeurs canadiennes. Puis il y avait aussi elle est comparée comme la trompette du Canada. La trompette de l'Apocalypse. Oui, c'est ça. C'est la trompette de l'Apocalypse, mais pour le Canada. Mais c'est drôle, hein, quand même, qu'il y ait la version quasiment libérale, autoritaire de Trump qui devient un modèle maintenant pour le Canada. C'est quand même intéressant. Parce que tous les gagnants vont faire des émules, forcément. Ils vont simuler sur ce modèle-là, mais c'est quand même intéressant parce qu'il n'y a pas tant d'originalité. Bon, à part Justin, puis quand même... qui est original malgré son manque d'originalité. Sunny ways, my friends, sunny ways. Mais bon, on en reparlera. Ça, il fait des émules aussi. Il y a Emmanuel Macron, mais en tout cas, là, on est en train de sortir de la politique locale. Mais
Donc, c'est que je m'en allais, moi. T'allais nous dire qui est Kevin O'Leary, là? Kevin O'Leary, il joue justement, lui, la carte Trump de dire, vous voyez, face à Donald Trump, ça prend quelqu'un du milieu des affaires, ça prend quelqu'un qui est tough, qui est capable de discuter d'homme à homme avec lui, puis avec Justin Trudeau, c'est voué à l'échec complètement. Donc, il essaie de jouer une certaine carte populiste, lui aussi, mais Kevin O'Leary, on parlait de populisme tout à l'heure, c'est un faux populiste. C'est pas quelqu'un qui est du côté du peuple, ni dans ses intérêts, ni dans ses projets, ni dans ses déclarations. C'est quand même quelqu'un qui a déjà déclaré en ondes que le fait que la richesse terrestre soit concentrée en un nombre de plus en plus restreint de personnes, que c'est une bonne chose, que c'est une grande nouvelle et qu'il espère que la concentration de richesse va se faire de plus en plus. The combined wealth, this is according to Oxfam, of the world's 85 richest people is equal to the 3.5 billion poorest people. It's fantastic. And this is a great thing because it inspires everybody, gets the motivation to look up to the 1% and say, I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news, and of course I applaud it. Ce qui est l'inverse d'un discours populiste habituel où justement on cherche à dénoncer les élites qui s'en mettent plein les poches. Donc, c'est finalement un populisme de façade, Kevin O'Leary. Mais bon, c'est un populisme de façade, mais avec une franchise de gars qui a du cash très flagrante, là, je veux dire. Moi, sa franchise, ça m'avait frappé. Là. C'est la première fois que je voyais quelqu'un aussi vrai sur comment il passe dans le fond de son esprit. Il faut le dire, là, je veux dire, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être il avait fait une déclaration aussi comme quoi il allait mettre les provinces au pas, puis justement, c'est quand même assez autoritaire, puis il disait que si les provinces n'investissaient pas dans les énergies fossiles, justement, il allait couper leur financement. Qu'est-ce que vous pensez justement de... Il trace le chemin pour l'indépendance du Québec, ça c'est sûr. Votez O'Leary! Non, mais je pense que si lui est élu, il n'a pas fait partie de l'émission Les Dragons. Bon, c'est Shark Tank, c'est en anglais. Là. C'est la version anglaise. La version anglaise des Dragons, c'est ça que ça va ressembler le Canada. Ça va ressembler à ça. Ah, t'as un projet, peut-être tu l'achètes, tu l'achètes pas. Est-ce que c'est finançable? Non, oui. Chaque province va défiler devant la caméra, va présenter son budget, puis c'est comme assez accepté. Ça ferait une bonne fiction politique. D'accord, au moins, ce serait peut-être un peu divertissant. Mais bon. Ouais, c'est ça. Et puis, sinon, justement, au NPD aussi, il y a une course à la chefferie. Bon, ça... Ah bon? Je vous l'apprends peut-être, mais oui, c'est ça. Thomas Mulcair avait perdu son vote de confiance justement en congrès. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la course à la chefferie du NPD? Rapidement, pour pas que le monde dans la salle s'endorme parce qu'on parle du NPD. Là. Non, mais il y a une raison quand même pourquoi on n'en entend pas parler puis pourquoi ça soulève aucun intérêt. C'est que le NPD s'est effondré totalement. On l'a vu dans les dernières partielles, les partielles du 3 avril. On parle de des scores de 2-3%, pas beaucoup plus que ça. Des fois, on vire dans le 7-8, mais des scores très, très, très faibles pour le NPD. Puis ça fait suite à l'éviction de Thomas Mulcair, ça fait suite à leur dégringolade dans les sondages qu'on voit depuis les élections. Ça fait face justement aux élections de 2015 où ils étaient partis très haut, finalement ils ont fini très bas. Puis ça, pour moi, ça a quand même une explication. C'est que Thomas Mulcair a essayé de centraliser le parti, d'en faire non plus un parti de gauche, mais un parti de centre. Et puis ils ont perdu leur base électorale comme ça, parce que tant qu'à avoir un parti de faux gauchistes, aussi bien voter libéral, je veux dire, Justin, il a des beaux cheveux. Oui, puis il s'est rapproché de la gauche aussi, Justin, fait qu'il les a carrément bouffés, c'est ça qui est arrivé. Donc voilà. S'il n'y a rien à dire sur la course à la chefferie, si ça n'intéresse personne, c'est les conséquences de l'effondrement total du NPD. Non, mais le NPD était au bout de ses contradictions. Là. C'est 2011, la vague orange, le succès d'un seul homme et de sa moustache. Au Québec, à cause du Québec, parce que le Québec a voté de manière, si on veut, cynique par rapport aux choix politiques qu'ils avaient à l'époque. Et deuxièmement, tu sais, leur chef qu'ils ont eu après Thomas Mulcair, c'est quand même... Je veux dire, c'est tellement une contradiction en soi qu'il soit au NPD. C'est un libéral du Québec, là, je veux dire. Qui a essayé de devenir conservateur. En plus, qui a essayé de devenir conservateur. Admirateur de Margaret Thatcher, là, aussi. Oui, d'une certaine manière. Oui, littéralement.
Puis il a été sous le gouvernement Charest, puis il arrive au NPD avec le parti le plus à gauche du Canada. Et il y a un petit problème. Fait que le parti est en train de s'éteindre tout tranquillement ou de devenir un petit feu comme il était auparavant. Puis bon, peut-être qu'un jour, ça va redevenir un espèce de véhicule instrumental pour bloquer le Bloc québécois avec un autre candidat fantoche. Ben, pas fantoche, je suis pas en train de dire que Jack Layton était fantoche, mais qu'on pourrait reprendre un nouveau candidat pour empêcher une percée d'un bloc très radical et très indépendantiste puis très nationaliste. T'sais, on ne sait jamais, je veux dire, c'est toujours un potentiel qui reste là. Puis, bon, pour moi, ça fait le tour du NPD, loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur, c'est ça. Oh, loin des yeux. C'est ça, c'est la maxime de la soirée, on va dire. Et puis, bon, c'est ça, pour conclure un peu, justement, dans tout ce contexte-là de politique provinciale, politique fédérale, justement, qu'est-ce que vous pensez c'est quoi l'avenir du mouvement indépendantiste par rapport à ça, du mouvement nationaliste et du Parti québécois? Ben sincèrement, Jean-François Lisée, juste pour dire, c'est aujourd'hui ou hier, en tout cas, il est sorti sur le fait qu'il a dit Joyeuse Pâques à la population, puis on l'a accusé de ne pas être très neutre, de ne pas être très laïque. Il a dit c'est pas des affaires de religion, c'est des fêtes culturelles. Puis Jean-François Lisée, sincèrement, c'est le gars qui calcule politiquement. Qui a un calcul politique qui se fait vraiment en fonction de c'est quoi la température aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens veulent entendre? C'est quoi le pH de la piscine? Là? Ouais, c'est ça. Là, c'est acide. Ouais. On va tourner là-dedans. Niqab, OK. Puis là, non, OK, racisme systémique. Tu sais, il va toujours jouer sur des choses comme ça. Puis dans le fond, c'est un espèce de personnage politique fantoche qui va juste nuire au mouvement indépendantiste parce qu'on va jamais être sûr de ce qu'il fait. Mais puis ça peut être une qualité, mais chez lui, ça devient un défaut, littéralement. Puis le Parti québécois, en ce moment, pour moi, est entre de mauvaises mains avec lui. Quoique, il peut faire des bons coups, des fois. Il a dénoncé le procès que Philippe Couillard fait aux Québécois avec la Commission sur le racisme systémique. Ce qu'il n'est pas. D'ailleurs, oui, Couillard l'a traité de négationniste, qui est quand même un terme lourd chargé de sens. C'est ça, mais en tout cas, puis encore là, je veux dire, c'est utiliser le mot négationniste, c'est pas très... Reste qu'au départ, il l'avait quand même appuyé, cette idée-là. C'est juste que là, bon, je crois que, comme... pour reprendre votre analogie tantôt, bon, il a vu que le pH était rendu plus très bon, puis il a essayé de changer son fusil d'épaule, puis de dire, bon, non, mais il a essayé de récupérer quand même sa base militante qui était en train de se dire, ouais, bon, tu nous laisses quand même un peu tomber face au coup du Parti libéral qui est en train de varger sur les indépendantistes, sur les nationalistes de façon très violente. Mais bon. Pour sauter à un autre point aussi, à mon avis, puis je crois qu'il y a un gros problème au Québec en ce moment, en politique, c'est qu'on parle en termes de gauche et de droite. On ne parle plus en termes d'indépendantisme, en termes de fédéralisme. Donc, c'est le clivage gauche-droite qui fait office de division, d'opposition. Et je crois que c'est une fausse opposition, c'est une fausse contradiction, c'est du spectacle pour nuire à l'action politique réelle et concrète chez les gens. Et bon, Jean-François Lisée est là-dedans, Gabriel Nadeau est là-dedans, Philippe Couillard, il est un peu là-dedans aussi. Mais c'est comique parce que c'est un clivage gauche-droite où personne s'assume de droite. Non, personne au Québec se dit de droite. Non, surtout pas d'extrême droite aussi. Parce que personne se dit de droite, personne n'est vraiment de gauche non plus. Non. Donc c'est une situation qui est assez bizarre finalement. Et puis il y a aussi toute une espèce de vision technocrate de la politique qu'on a qui fait en sorte que finalement on parle plus des idées, on parle de ça va être qui le meilleur gestionnaire puis tout ça. Il y a finalement de moins en moins de différence entre les partis au niveau idéologique. Bon, la question de l'avenir du mouvement nationaliste, dans cette situation-là, bon, c'est un peu compliqué à dire parce que là,
on ne sait plus trop vers qui se tourner. On a Québec solidaire qui a ses débats internes quant à savoir de qui il se rapproche. Il y a même des gens à l'intérieur du parti qui remettent carrément en question l'adhésion du parti au mouvement indépendantiste. Il y a eu un texte d'Henri Cochet qui est paru il y a quelques semaines de ça. J'ai oublié malheureusement le nom de l'auteur, mais c'est quelqu'un impliqué à QS qui suggérait que le parti renonce à l'idéal indépendantiste. Donc là, on se retrouve que finalement, les nationalistes, on a un peu une misère à savoir où se garrocher parce qu'on ne sait plus qui l'est et qui ne l'est pas. On a un Jean-François Lisée qui y va en fonction des intérêts, qui dit l'indépendance, ce ne sera pas dans le premier mandat, mais est-ce qu'il va avoir un premier mandat? Premièrement, ça, c'est une autre question. On a Québec solidaire qui a ses propres déchirements puis qui a sa propre conception de la convergence des forces souverainistes. Puis c'est complexe parce que on a beaucoup de véhicules, mais on n'a pas de bons conducteurs. Tu sais, personnellement, ça va avec quel enjeu qu'on traite. Et je le disais tantôt, Bernard Rambaud-Gauthier dit des choses, dit un discours sur l'immigration que personne n'ose d'avoir parce qu'il va être traité de raciste ou d'extrême droite ou de populiste. Mais c'est quand même un enjeu qui touche une certaine sensibilité chez la population. Puis justement, Jean-François Lisée s'est fait élire sur un thème un peu corollaire à l'immigration puis à cet univers-là qui touche les carrément identitaire. Oui, c'est ça, carrément identitaire. Puis ça touche la question de la mondialisation. Puis le vrai clivage aujourd'hui qu'il y a au Québec, c'est nationalistes patriotes contre mondialisation. Oui, mais les nationalistes patriotes ne peuvent pas se reconnaître dans aucun parti vraiment. Il est là le problème. Oui, c'est justement, on en est rendu là dans l'histoire politique du Québec. Puis je veux dire, il y a des choses qui se passent quand même. Sans déraper sur le sujet, il y a des membres du Parti québécois qui essaient de se rapprocher du Front national en France pour amener de nouvelles idées, puis élaborer peut-être de nouvelles voies. Si on parle de sujets controversés, là, on rentre dans du controversé. On est en plein dedans. C'est ça. Puis là, mon but est de dire qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui se passent, ça brasse au Québec. C'est en train de, on a parti le feu, l'eau est en train de bouillir, mais je veux dire, on n'est pas à l'état d'ébullition. Puis ça va brasser la cage. Puis à mon avis, ça va se passer sûrement après 2018, parce qu'en 2018, je veux dire, le Parti québécois va mourir, va manger une grosse claque. Tu penses que le Parti québécois va manger une volée en 2018, un peu comme il va manger une grosse claque, ça c'est sûr, parce que ce qui se passe en ce moment, les enjeux sur le racisme systémique, les questions avec l'attentat d'Alexandre Bissonnette et toute cette espèce de contextualisation qu'il y a en ce moment autour de l'enjeu qui remonte jusqu'aux accommodements raisonnables, qui passe par la Charte des valeurs. Le Parti québécois, c'est le monstre en ce moment, c'est le diable, là, puis il passe pour des gros méchants loups. Puis rendu en 2018, ils vont manger la claque. Mais c'est peut-être la claque qui va faire qu'on va vouloir tendre l'autre joue puis continuer à se battre, là, si c'est pas ça, de toute façon, il va y avoir des fissures puis on va voir apparaître des nouveaux mouvements parce qu'on ne pourra pas commencer à nier des gens au sein du parti qui tentent de créer des nouveaux mouvements ou de revenir à des tendances politiques fortes. Là. Mais bon, moi, j'aimerais ça parler avec le public. Moi, je suis venu aussi pour ça ce soir. Un mot pour conclure, Samuel. Un mot pour conclure. Ben oui, c'est toujours le mot de la conclusion. Ouais, c'est ça, une phrase loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur, mais... Il y a un professeur qui disait, là... Retrouvons nos racines, je crois, et soyons lucides dans les événements qui vont venir, parce que je crois que ça va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup de lucidité, parce que je pense qu'on va essayer vraiment de nous emberlificoter, nous monter des scénarios qui essayent de nous démontrer comme des gens racistes, comme des gens avec des billets, des mauvaises intentions. Et je crois que les médias vont être de plus en plus mesquins, et c'est un bon signe. C'est le signe qu'il y a une subversion réelle qui est possible en ce moment. Et j'invite tout le monde à être attentif et essayer de la découvrir. Ça sera tout. C'est bon, merci pour le mot de la fin. Merci tout le monde, bonne soirée.